Bonjour à tous. C'est un sale temps qui s'annonce pour les fonctionnaires fictifs. Selon la une cette semaine du quotidien Le Messager, le journal de la rue des écoles révèle qu'une opération de comptage physique lancée ce mois d'avril par le gouvernement vise à expurger du fichier solde tous les agents publics y émargeant irrégulièrement. Pour le quotidien Cameroun Tribune, cette semaine, cette traque des agents fictifs de l'État, lancée par le ministère en charge des Finances du Cameroun, débute dès le paiement des salaires d'avril et va durer 3 mois. Nous questionnerons cette nouvelle croisade, son impact et sa méthode à la limite pour certains rudimentaires. En deuxième thématique, nous nous servirons des révélations qui ont été faites par le MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, au cours de son congrès. C'était le week-end dernier pour questionner les usages du financement public des formations politiques. Qui en est bénéficiaire? Quelle est la clé de répartition? Les bénéficiaires sont-ils tenus par l'obligation de rendre compte? L'amphithéâtre dominical ce dimanche vous propose donc ces deux thématiques avec les invités qui m'ont déjà rejoint autour de ce plateau. Vous le savez, le code de conduite reste inchangé, ne rien dire pour plaire, tout dire pour construire. A tout de suite. Je rappelle simplement que cette émission, comme tous les dimanches, admet l'interactivité. Vous pouvez donc participer au débat uniquement par SMS. Roger Nditois, docteur, merci d'être venu ce dimanche et merci de nous honorer par votre présence. Merci Yves et bonjour à tous les téléspectateurs de LTM TV. Je rappelle que vous êtes issu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. J'ai presque envie de vous débuter avec une question d'actualité. L'on annonce la session de plein droit pour le 24 avril de ce mois. Vous pensez que Niad Ndifendi peut être reconduit à la tête du Sénat? Je n'ai pas l'habitude de faire des spéculations. Je pense que le parti va décider de qui pourra occuper cette très haute fonction. Donc je souhaite bonne chance à tous les candidats et si c'est le président Niad qui n'a pas démérité sous la mandature passée qui revient, voilà, ça sera une continuité et ça pourrait être une bonne chose. Juste à proximité du docteur Nditois, on a un habitué des plateaux de télévision dont l'expertise est très souvent requise pour ce type d'émission. Il s'agit d'Abel Elimbilobé. 1000 fois merci d'être venu ce dimanche. Merci Yves de me permettre d'être avec les autres pour réfléchir sur ces questions sensibles. J'ose croire que vous aurez le même intérêt pour le docteur pour que je puisse dire quelque chose qui relève de mon appréhension sur la session de plein droit. Ça me tient bien à cœur plus que la question que vous avez envie de poser. Allez-y. Oui, je pense que les conditions dans lesquelles le premier mandat des sénateurs a été mis en place et que le bureau de l'Assemblée a été constitué ont beaucoup évolué. En 2013, lors du premier mandat des sénateurs, il n'y avait pas de crise anglophone. Entre-temps, la crise anglophone est née et nous avons compris à l'analyse de cette crise ou de ses causes que le mécontentement était assis en très grande partie sous l'espèce d'injustice que la communauté anglophone ressent dans la représentation de cette communauté au sein des institutions d'une manière générale, mais singulièrement en ce qui concerne le gouvernement, les ministères de souveraineté. J'ai été moi-même de ceux qui ont plaidé pour que la résolution de cette crise, en plus du côté militaire qui voudrait préserver une certaine culture de la politique sans violence armée, il a été nécessaire qu'on redéploie le gouvernement. Le président, je pense qu'il nous a compris, mais je pense aussi qu'il n'est pas allé loin. Parce que je me réjouis qu'il ait donné enfin des ministères de souveraineté à des anglophones. Ce qui était demandé, j'ai moi-même demandé ça.
Mais il n'est pas allé loin. 2 ministères, ce n'est pas grand-chose. Et j'aurais souhaité que dans l'appareil sécuritaire... Un poste de secrétariat d'État adjoint non, les secrétariats adjoints, tout le monde sait que c'est pas important. C'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons de ce qui permet à la communauté anglophone de se sentir entièrement impliquée dans la définition des orientations du pays. Et dans l'appareil sécuritaire, la gendarmerie, la police et l'armée, il aurait été souhaitable qu'un anglophone occupe également un poste à ce niveau. Qu'on apprenne à partir de là à savoir que les anglophones peuvent travailler pour la sécurité nationale, qui peuvent travailler pour la défense du territoire. Maintenant, dans la répartition au sein des institutions de représentation, l'Assemblée nationale et le Sénat, qui constitue le Parlement. Il n'est pas juste que nous ayons ces 2 institutions entre les mains d'une seule communauté. Notre pays a 2 pieds. Un pied francophone, un pied anglophone. Il est important qu'on évolue vers une situation où, comme l'on marche, comme notre pays doit marcher. Un coup, un pied en avant, l'autre derrière, l'autre passe devant, l'autre revient derrière. Un anglophone ici, un francophone là-bas, et ainsi de suite. C'est comme cela que l'équilibre de notre pays va se constituer. Je suis donc pour que la reconstitution du bureau du Sénat reflète la prise en compte des exigences de la crise anglophone. Il n'est pas bon qu'on ait encore le président de l'Assemblée nationale qui arrivera prochainement et le président du Sénat qui arrive mardi là, qu'ils soient probablement tous les 2 francophones. Si mardi qui arrive, le président du Sénat était toujours francophone, je me battrai pour que à l'Assemblée nationale prochainement, le président de l'Assemblée nationale soit anglophone. Pour que nous sortions définitivement de la culture, de la supériorité envisagée de la communauté francophone par rapport à la communauté anglophone. C'est 2 pieds qui se valent. Si un souffre, l'autre ne sera pas en bon état. Merci Abel Elimbe-Lobert. Honorable Pierre Nekungan Wamba, merci de nous avoir rejoints également ce dimanche. L'Assemblée nationale, on en parle, c'est une question d'actualité. Avant d'entrer dans le vif des 2 thématiques inscrites à l'ordre du jour ce dimanche, il y a quand même que le RDPC est ultra majoritaire au sein de ce Sénat-là. Le fait que le social-démocratique Front n'ait pas de groupe parlementaire au sein du Sénat ne vous inquiète pas? Merci de nous avoir invités. Bonjour aux autres co-panélistes. Bonjour aux millions de téléspectateurs de LTM. Pour venir à votre question, vous savez, dans un État démocratique, on ne partage pas les groupes parlementaires. C'est chaque parti qui mérite, qui se fait élire, qui se donne un minimum de majorité pour tailler au bout un groupe parlementaire. On ne distribue pas, c'est pas l'arraché qu'on partage au deuil pour dire qu'on doit donner à chacun ce qu'il doit manger. Non, il s'agit de la démocratie. Si le SDF n'a plus mérité un groupe parlementaire, il n'a pas mérité, on ne va pas en fabriquer non plus. On ne doit pas nommer les gens du SDF au Sénat par émotion, pour leur faire plaisir, ça ne se fait pas. Pour en venir à la question que vous avez posée au docteur, je voudrais simplement vous rappeler une chose. Chaque fois qu'il y a un événement aussi important comme la session de plein droit, le RDPC se réunit à son siège pour choisir qui va faire quoi. J'ai compris le souci de mon jeune frère Albert Elimbi qui souhaiterait qu'un anglophone occupe le siège du président du Sénat. Le président bien est un homme hautement éclairé. Il sait ce qu'il doit faire. Les gens ont posé des problèmes tels que la sous-nomination à certains postes importants de la communauté anglophone. Il a commencé par faire quelque chose. L'actuel ministre de l'administration territoriale est un anglophone du Nord-Ouest. Le premier ministre est un anglophone du Nord-Ouest. Le ministre de l'Éducation et des enseignements secondaires est anglophone. Oui, elle est anglophone. Je crois que ça, c'est déjà un pas. Mais quant à la revendication de nos frères, si comme ils sont en train de tuer, brûler les écoles, assassiner de gauche à droite, parce qu'ils veulent des postes, je trouve que c'est aberrant. En démocratie, on doit dialoguer, on doit se parler. Je n'ai pas vu un seul anglophone poser un problème de ce genre de manière démocratique. Surtout cette histoire d'Ambazonie.
Ils ne sont pas, ils se seraient constitués en parti politique pour poser les problèmes. M. Elimbi a posé des problèmes, c'est comme il vient de nous rappeler, sur témoin, il a posé sur les plateaux de la télévision et même pas écrit. Vous voyez que lui-même reconnaît que certaines de ses revendications ont été prises en compte. Et c'est comme ça que le président bien réagit. Il est à l'écoute de la nation. Que les gens n'aillent pas assassiner, égorger, tuer, brûler les écoles. Un monsieur qui vient construire un État, doit-il brûler les écoles qui existent? Doit-il détruire la jeunesse? Je ne pense pas. Bon, pour en venir au souci de M. Elimbi qui dit que l'armée, la police, la gendarmerie, tout ça, machin, je suis d'accord, pas d'accord parce que l'organe politique, l'institution politique qui dirige la gendarmerie, c'est le secrétaire d'État à la défense chargé de la gendarmerie. Mais l'organe technique qui est chargé de la gestion technique de la gendarmerie, c'est entre les mains d'un anglophone, le général Daniel Lokobinjok. Il est du sud-ouest. C'est le directeur central de coordination qui tient la gendarmerie sur le plan technique. Si je mens, vous pouvez réagir. Donc, le président Biya tient compte. Il y a des généraux qui ont été nommés dans les forces de défense originaires du nord et du sud-ouest. Je ne peux pas dire qu'on n'a pas tenu compte des écarts linguistiques dans ces nominations. Mais j'aurais pour ma part souhaité que dans les prochaines assises des deux chambres, qu'on essaye, que le président envisage de modifier la constitution et de remettre officiellement la deuxième place et remettre le poste de vice-président qui échoua à un anglophone. Mais c'est aussi un peu antidémocratique parce que quand on a à la dernière élection présidentielle, il y avait des anglophones contre le président Biya. Si un anglophone avait été élu, on ne lui aurait jamais obligé de mettre un francophone derrière par émotion ou bien parce qu'il est d'une autre issu d'un autre côté linguistique du pays. La démocratie, c'est la loi de la majorité. Il y avait contre le président Biya Aya Abime, anglophone. John Frundi, anglophone, pour ne citer que ceux-là. S'ils avaient été élus, on ne les aurait pas imposés. Paul Biya comme vice-président parce qu'il est anglophone. Nous sommes en démocratie, il faut que les anglophones s'organisent. En partie sérieux. S'ils peuvent convaincre la majorité, on va leur donner la présidence de la République. Mais quand tu as dit qu'on va faire les choses par émotion, je ne le pense pas. Avant la démocratie, un anglophone était automatiquement la deuxième personnalité du pays qui à l'époque était le président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on est en démocratie. Si la majorité décide, tout le monde appuie. Juste à proximité de vous, honorable, on a le docteur Salmon. Eh bien, merci d'être venu ce dimanche. J'ai presque envie de vous titiller sur la même question d'actualité. La session de plein droit, c'est pour mardi. Au regard de la coloration de la Chambre haute du Parlement bicaméral du Cameroun, vous dites que cet organe est véritablement budgétivore? Non seulement il est budgétivore, et en plus le fait qu'il est budgétivore, il y a la nécessité déjà de son existence, mais il reste un deuxième problème, c'est qu'en fait, lorsque je suis devant les auditeurs, je m'adresse à toute la République, je répète souvent ici que je suis voilà. Ce n'est pas au nom de la sensibilité là que je parle. Et à ce titre-là, je parle à tous les Camerounais. Et derrière mes frères, qui sont de toutes les régions, je souhaiterais qu'on cesse d'oublier peut-être mon nom, qu'on écoute ce que je dis. Par rapport à tout ce qui a été dit tout à l'heure, par rapport au fait qu'il faille qu'il y ait un anglophone à tel poste, à tel autre poste, qu'est-ce que vous direz demain des entreprises d'État? Qu'est-ce que vous direz demain des entreprises privées? Qu'est-ce que vous direz demain des initiatives individuelles? Mais qu'est-ce que vous direz demain de plus tard, ce qui va plus ou moins diriger l'État, c'est-à-dire le privé? Est-ce que nous allons également nous mettre à faire de la scission en disant que tel doit faire X et tel autre doit faire Y? Ne sommes-nous pas en train de nous retrouver quelque part en parlant, s'il vous plaît, soyons, j'aimerais déjà dire bonjour aux téléspectateurs et être très heureux de la réaction de mes copanélistes parce qu'ils me donnent peut-être l'occasion de dire quelque chose qui est aussi certainement d'actualité. C'est de dire ceci, c'est qu'en fait, je vous en prie, commençons déjà à ignorer cette approche nombriliste. Ça suffit. On ne peut pas continuer comme ça parce que derrière cette approche nombriliste, il y a quelque part un ensemble de nomenclatura qui se partagent plus ou moins le gain. Regardez bien. Lorsque quelqu'un est riche au Cameroun, il ne choisit pas l'ethnie avec la personne à laquelle il va faire des affaires.
Parce qu'entre eux, très riches, on ne choisit pas les ethnies. C'est quand on est pauvre qu'on cherche à savoir de quelle ethnie on est. Faisons très attention par rapport à tout cela. Dans la mesure où, quelque part, regardez bien, tout à l'heure, nous avons pris une structure qui a existé depuis longtemps, c'est la défunte SNEC. On est passé à la CDE et ainsi de suite. N'est-ce pas parce que cela appartenait à une seule communauté que nous en sommes là? Je pense qu'il est temps d'arrêter et de continuer. Et derrière, il y a une approche qui se veut relativement iconoclaste. Celui qui n'avance pas va tout simplement reculer. Ça, c'est clair. Et puis derrière, de vous à moi. Mais moi, je suis enseignant. Vous voulez que je me vertue? Pourquoi est-ce que lorsque je dois corriger les copies, c'est anonymé? À quoi ça sert d'anonymer si à terme, je dois choisir qui doit réussir et qui ne doit pas réussir en fonction de son ennemi? On va où là? Je m'arrête là. J'aimerais qu'on entre rapidement dans le vif du sujet. Vous allez réagir. J'imagine que le sujet est passionnant. C'était simplement un sujet d'actualité. J'avais un petit truc à dire par rapport à la crise. Entrons rapidement dans le vif du sujet. La première thématique, honorable, je vous en prie. Je vous en prie, je comprends votre passion pour la critique anglophone. J'ai un petit truc à dire pour la crise. On en parlera, honorable. On en parlera, rassurez-vous, on va en parler. Je voudrais rapidement qu'on aborde la première thématique. On a accordé assez de temps à cette question d'actualité-là. Avec vous, docteur Ditua, j'aimerais finalement qu'on parle de cette opération d'assainissement du fichier solde de l'État. Le Cameroun nous a habitués à cette opération depuis pratiquement l'atteinte de l'initiative PPTE, depuis 2007 très exactement, sous la pression des bailleurs de fonds. Le Cameroun a engagé cette opération d'assainissement. Nous sommes en 2018. Vous arrivez à comprendre qu'on soit en train d'envisager compter les agents publics de l'État pour extirper ceux qui émargent irrégulièrement sur les comptes du trésor public. Cela vous paraît cohérent? Oui et non. Oui et non. Quand le gouvernement décide aujourd'hui de le faire un comptage physique, le gouvernement va sur des faits. Les faits sont que, malgré tout ce qui a été fait avant, de personnes véreuses pointent ou perçoivent de l'argent qui ne leur est pas dû. Des gens qui ne travaillent pas, des agents fantômes, c'est des faits. Donc malgré, on est en train de tout faire pour empêcher, on met les voleurs tous les jours en prison, mais les voleurs naissent tous les jours. Donc je dis, j'ai envie de dire, vraiment en mettant ça entre guillemets, que c'est un peu naturel. Des gens qui cherchent toujours à voler, on en trouvera tous les jours. Et à chaque fois qu'il y a une situation comme ça, le gouvernement aura pour obligation de chercher des mesures d'éradication. Donc je dis une fois de plus, je comprends que ce soit un processus ou que ce soit des mesures qui reviennent de temps en temps. Parce qu'il y a toujours des gens, il y aura toujours des gens qui chercheront à duper pas seulement l'État, mais qui chercheront à duper les autres. Voilà un peu ce que pour dire. Sur cette question, faudrait-il qu'il y ait l'épée de Damoclès des bailleurs de fonds pour que le Cameroun comprenne l'urgence d'assainir son fichier solde? Non. C'est d'ailleurs quelque chose qui fait partie de ce qui nous fait honte, que des simples options élémentaires de bonne gestion des affaires publiques relèvent des recommandations et parfois des conditionnalités. On aurait dû nous-mêmes être suffisamment sages et depuis très longtemps pour faire en sorte que l'État ne dépense pas de l'argent injustement. Il n'y a aucune entreprise privée qui ne sache pas le nombre de ses employés. Absolument. Vous connaissez une entreprise, fût-elle aussi grande, la CDC est une entreprise le plus grand employeur du Cameroun, mais si vous allez à la CDC, il n'y a personne qui ne travaille pas, mais qui vient toucher un salaire à la CDC chaque mois. Elle a beau avoir 20 000 ouvriers, cadres, etc. Il y a une gestion de la CDC qui fait qu'on ne paye que ceux qui travaillent à la CDC. Pourquoi? C'est quand on arrive dans des administrations publiques, parce que le problème de l'État que vous êtes en train d'évoquer là ne s'arrête pas là, il est même dans les collectivités territoriales. Là sont les communes qui connaissent exactement le nombre de personnes qu'elles payent. Hein? Je vous rappelle d'ailleurs qu'une des dispositions de la loi portant régime financier des collectivités territoriales oblige, lors de l'adoption du compte administratif, l'examen du compte administratif,
que le projet de compte administratif soit accompagné d'un certain nombre de documents, parmi lesquels l'état du personnel. Je suis conseiller municipal, ça fait 10 ans. J'ai déjà été élu conseiller 2 fois. Sans gagner les élections, bien sûr. Parce que quand j'ai dit une fois que les gens sont élus au Cameroun, mais ils perdent les élections. Tout le monde n'a pas compris. Mais notre système électoral fait que je peux perdre l'élection, mais être élu. C'est un paradoxe apparemment, mais ça marche très bien. Vous avez des gens qui sont à l'Assemblée nationale députés, mais ils n'ont pas gagné l'élection. Revenons sur l'essentiel. Depuis que je suis conseiller municipal, les maires successifs, chaque fois qu'ils ont déposé le projet de compte administratif, n'ont jamais déposé l'état du personnel. Donc on ne maîtrise pas la masse salariale. Y compris, je dis dans les communes, à plus forte raison, tout l'État. C'est indispensable, c'est nécessaire. Je note avec regret que c'est au moins la 4e opération sous le régime du président Biya. La 4e. On a commencé avec Zambo, l'opération Antilope, CJPS 1 et 2. Bon, tout ça. Mais en réalité, nous savons tous que ce n'est pas un manque d'expertise qui fait qu'on n'arrive pas à avoir le contrôle des effectifs de la fonction publique et surtout le contrôle de la masse salariale. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à être dans une situation où on ne paye que effectivement ceux qui travaillent pour l'État. On sait, au regard de ce qui se passe depuis les petites administrations déconcentrées jusqu'au sommet de l'État, que il y a des gens qui travaillent à ce que l'État ne parvienne pas à contrôler effectivement ses effectifs et sa masse salariale. Si j'y pèse, tous ces logiciels ont été conçus par des gens pour régler ce problème. Ils n'ont pas été mal conçus, ils sont simplement mal utilisés. On refuse de bien les utiliser pour faire en sorte qu'on puisse continuer à payer. Mais le problème, et je termine par là, il n'est pas un problème technique ou purement politique. Il est un problème de l'état d'esprit. Et ça m'amène à parler du réarmement moral de notre peuple. Voilà. Parce que ce que nous avons, c'est que le statut général de la fonction publique prévoit que le travail commence à quelle heure? Vous savez pas. 7h30. C'est 7h30, c'est pas 8h. C'est 7h30. Bon. Dans les administrations, le chef, que ce soit à la sous-préfecture, préfecture, aucun préfet ne vient à 7h30. Les différents chefs de service ne viennent pas à 7h30. Comme ils ne viennent pas à 7h30, ils ne voient pas à quelle heure leurs subordonnés viennent. Qui eux-mêmes ne viennent pas à 7h30. Mais personne ne dénonce personne. Vous êtes un chef de bureau. Vous avez un collaborateur qui est absent des mois et des mois durant. Vous ne le dites pas à votre supérieur, le chef de département ou le chef de service, qui lui-même, même s'il sait, ne dit pas à son supérieur. Chacun est sous l'emprise d'une doctrine qui caractérise finalement notre culture de la vie publique, qui est que je ne dénonce pas parce que je ne veux pas être dénoncé à l'origine des malheurs qui peuvent arriver à telle ou telle suite à ma dénonciation. Mais il faut que nous comprenions que l'intérêt général nous amène à concevoir la dénonciation du mal comme un service rendu à la nation. Quand vous ne dénoncez pas le mal qui affecte l'intérêt général, vous êtes complice du pourrissement de la situation. Donc, ce que vous voulez éviter là, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous ne voulez pas être responsable du malheur d'un individu, mais vous voulez être responsable du malheur de la collectivité. C'est donc un paradoxe qui relève de l'éducation, du réarmement moral. Il faut qu'on soit capable de faire en sorte que lorsqu'un enseignant est absent de son poste de travail, que le proviseur ait l'idée que le dénoncer, c'est ça qui est bien. C'est bien de le dénoncer qu'il n'est pas en train de venir au travail, ne payez plus son salaire. Quand vous avez dans les délégations
Vous savez, je prends le cas de l'éducation parce que c'est très frappant dans l'éducation. Il y a d'autres secteurs comme le cadastre et tout ça. C'est très frappant. Vous arrivez, les géomètres ne sont pas là. Ils sont dans leur business au quartier. Ils sont en train de prendre 150, 200 000 francs par dossier. Ils sont partout en train de s'occuper de leurs affaires. Au point où, si vous arrivez au cadastre aujourd'hui, vous ne pouvez pas déposer votre dossier au courrier. Il circule. On le compte à un géomètre qui vous appelle, qui descend au terrain avec vous. Il vous dit que l'État n'a pas de matériel, il n'y a pas les lunettes là qu'on utilise et tout ça, il doit aller les louer et tout. Pourtant l'État a ça. Il prend l'argent. Mais quand il prend l'argent comme ça, tous ses chefs sont au courant. Je vous prends un exemple simple. Quand vous faites la demande de certificat de propriété, il est écrit dessus que c'est 3 000 francs. Mais on vous demande 10 000. Et ça se passe au service public. Ça se passe au secrétariat du chef de service du conservateur. Tout le monde est au courant. Ça dure des années. Vous ne pouvez pas me faire croire que les délégués régionaux en charge de ces services ne savent pas qu'on prend 10 000, mais ils ne dénoncent pas. Vous ne pouvez pas me faire croire que le ministre ne sait pas qu'on prend 10 000 pour le certificat de propriété et voire plus dans d'autres régions qui ne sait pas. Cette culture de l'omerta, du silence, parce que je ne veux pas que ce soit moi qui ai dénoncé tel. Ça contribue donc au pourrissement de l'ensemble du pays. Et c'est ça qui est à l'origine de l'incapacité de l'État à contrôler ses effectifs. C'est pour ça que les gens sont suspicieux. Ils doutent de la réussite de cette 5e opération. Quand on va dire de compter physiquement, hein? Bon, peut-être que le ministre est astucieux, il a pris des dispositions au niveau des banques, il paraît que... Mais qu'est-ce qui nous empêche de considérer que là, au niveau des banques, celui qui ne vient pas au travail tous les jours, qui travaille même dans une entreprise privée, il viendra à la fin du mois, il va faire la fiche, il va faire la photo, et tout ça, et puis on va payer sa solde. Honorable, sur cette même question, j'ai presque envie de vous demander, au regard de l'argumentaire développé par Beleli Mbilo, on a quand même eu des programmes qui ont été mis sur pied dans l'optique d'assainir le fichier solde de l'État. On en revient quasiment à un comptage manuel. Est-ce que là, cela traduit un échec ou l'incapacité du gouvernement actuel à faire face à ce problème? Je voudrais vous donner ma lecture de cette histoire. Qu'est-ce qui fait problème dans l'opération Antilope, les CGPS 1 et 2, et au point de pousser le chef de l'État à instruire le ministre des Finances à procéder au comptage physique? C'est la corruption. Parce que dans ce contexte, il y a quelqu'un qui est mort dans le service. Il n'est pas déclaré. Le salaire commence à continuer à être viré. Quelqu'un touche. Il y a la maîtresse du directeur, du ministre, qui est aux États-Unis. Elle émarge dans les caisses de l'État. On ne peut pas dénoncer. Il y a les enfants du ministre, du directeur, de ceci et de cela, qui émargent dans les caisses de l'État, dans la fonction publique, alors qu'ils sont au Canada, aux États-Unis. Il y a tout cet ensemble de choses. Tout ça, c'est rendu possible à cause de la corruption. Ce n'est pas la volonté qui manque au président bien de faire marcher les choses. Il a instruit toutes ces histoires, il a investi, il a fait investir l'argent de l'État pour acquérir des équipements, pour assainir le fichier solde. Mais à cause de la corruption, ça n'a pas été possible. L'une des missions du ministre Motazé aux Finances, c'est l'assainissement. Parce que le chef de l'État le sait capable de le faire. Motazé s'est révélé à nos yeux, ça je ne le vends pas, comme étant l'un des meilleurs ministres des 10 dernières années. Vous savez ce qui se passait à la CNPS avant la nomination de Motazé. Il y avait autant de salaires fictifs, autant de gabégies. Les retraités mouraient sous le soleil parce qu'ils n'arrivaient pas à accéder à leur pension. Motazé a normalisé, il a fait sortir du fichier de la CNPS les salaires fictifs, il a mis fin à la gabégie, il a modernisé cette administration. Chaque retraité reçoit sa pension via dans son compte bancaire. Ça, c'était l'instruction du chef de l'État. Il a modernisé. Et la CNPS passe pour être la meilleure administration au Cameroun, grâce à Motazé. Vous avez vu ce qu'il a fait en tant que ministre de l'économie par 2 fois. Sa conduite
des grands projets structurants qui étaient à l'époque les grandes ambitions devenues les grandes réalisations de Paul Biya. Il était l'une des chevilles ouvrières. Vous êtes tous témoins, vous avez vu comment il s'est battu pour retrouver les financements, les ceci et les cela pour l'aboutissement heureux de ces grands projets. Maintenant, sa mission au ministère des Finances, c'est combattre la corruption. Il a même commencé à frapper les fonctionnaires corrompus. Pour ce qui est de l'assainissement, vous pouvez croire à ce que je vous dis. Motazé va réussir là où tous les autres sont cassés les dents. Donc, docteur Salmon Ebele, je voudrais vous faire commenter un chiffre. En 2007, très exactement, les recenseurs avaient débusqué 18 000 faux fonctionnaires. Et la masse salariale vous m'avez dit de retirer la parole. Vous allez non, vous m'avez dit de retirer la parole parce que je voulais en venir au fait, l'autre mal de la fonction publique, c'est que les gens ne veulent pas aller en retraite. Auparavant, chaque année, par administration, on recrutait par temps de 50, que ce soit la catégorie A jusqu'à la catégorie D. On recrutait par temps de cinquantaine parce que les gens allaient automatiquement en retraite. Maintenant, d'autres vont jusqu'à glisser les faux actes de naissance pour qu'on ne les mette pas en retraite. Normalement, il faudrait que les deux chambres parlementaires statuent là-dessus. On met la durée dans la fonction publique à 25 ans. Après 25 ans, tu fiches le camp. Et tu laisses la place à ta propre progéniture. Tu fais 15 enfants et tu dribbles pour faire 40 ans, 50 ans, 60 ans de service. Ton fils va travailler où? Là, pour certains, la retraite est une sanction. Un homme normal, après 25, 30 ans, tu devrais aller en retraite. Mais chez nous, ça ne se fait pas. Les gens ne vont plus en retraite. Tu vois un policier en route qui n'arrive plus à marcher parce qu'il est allé changer son acte de naissance pour qu'on lui arrête. C'est quelle histoire ça? Il faudrait qu'on mette... D'abord, je sais compter sur lui, Paul Motazé. Il a l'expertise, il sait ce qu'il doit faire. Très bien. Docteur Salmon Ebele, on évoquait tout à l'heure un chiffre. Je parlais de 18 000 faux fonctionnaires et agents de l'État qui ont été débusqués en 2007. La masse salariale, dit-on, avait explosé, passant de 36 milliards à 28 milliards. On avait réussi donc à sauver 8 milliards de francs CFA par mois, de l'argent qui s'envolait des caisses du Trésor. Je voudrais justement vous faire commenter ces chiffres-là et se questionner sur comment est-ce qu'on en arrive à cette situation. Je vais vous dire une chose. Vous savez, lorsque vous êtes technicien d'entreprise, avant d'être technicien de l'État, vous êtes en face des mêmes structures de gestion. Et derrière, à mon avis, j'ai envie de dire, ce sont l'artisanat. Il faut qu'on arrête l'artisanat. On ne peut pas se permettre de compliquer les gens. Je vais vous dire la vérité. Demandez à un enseignant, dans n'importe quel lycée de Douala, cette année, c'est la 5e fois qu'on l'a recensé. 5e fois. On l'a recensé 5 fois. Et derrière, vous vous rendez très vite compte d'une chose. C'est quoi? C'est qu'en fait, il y a toujours un déséquilibre entre les coûts de contrôle et les coûts d'efficacité. Je vous en conjure. Chaque fois qu'on doit recenser les gens, nous dépensons au minimum au Cameroun 1 milliard pour le recensement en question. Parce qu'il faut descendre dans chaque lycée, se mettre à savoir qui est là et qui n'est pas là. Ça coûte excessivement cher, mais je vous en prie. Pourquoi est-ce que nous voulons toujours nous mettre en situation d'artisanat? Je vais vous dire les données qui sont relativement simples. Lorsque vous êtes dans une entreprise et que vous êtes chef d'entreprise, vous allez toujours vous retrouver avec du jour au lendemain le DRH qui vous apporte la liste totale du personnel et l'état des salaires. Je vous en conjure. Il faut être sorcier pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est la 2e fois qu'on envoie celui qu'on paye les congés à tel et que c'est la 3e fois ainsi de suite. Parce que globalement, une masse salariale a des variations. Lorsqu'une masse salariale autour de 20 milliards de francs, elle aussi, elle a une variation de plus ou moins 2 millions. Lorsqu'une masse salariale a déjà 20 millions, c'est aussi autour de 2 millions. C'est-à-dire ça peut être 22 ou ça peut descendre. Parfois, exceptionnellement, en période de congé, ça peut descendre. Ce n'est pas évident à maîtriser de ce côté-là. Je vous en prie, arrêtons l'artisanat. Je vais vous dire pourquoi j'ai dit d'arrêter l'artisanat. Parce que les données sont simples. Si vous allez dans certains lycées, je ne voudrais pas citer les noms parce que mon épouse est également dans ces lycées où elle a été recensée 5 fois de suite. Si vous allez dans ces lycées, vous allez rapidement vous rendre compte d'une chose. C'est qu'en fait, entre l'ancienne directrice et un nouveau directeur, le nouveau directeur a pris la peine. Quand il est arrivé, il a pris peur. Il a pris peur par rapport à ce qu'il avait observé. Et il a sorti une liste d'une à peu près 25 enseignants qui n'étaient plus là. Écoutez, lorsque vous êtes dans une entreprise, vous ne pouvez pas contrôler les salaires. Ce n'est pas possible. Sauf si vous vous mettez à
à nous faire à payer avec des mois de retard et de retard. Très souvent, ce qu'on fait, c'est des audits ponctuels. Avec la sanction. Attention, ne dites jamais aux gens qui ne seront pas corrompus. Ne dites jamais aux gens qui sont corrompus. En l'état de la situation actuelle, en l'état des insuffisances, que vous le vouliez ou pas, il y a des petits malins qui seront corrompus. On sait très bien une chose. C'est quoi? C'est qu'en fait, si tu dis aux gens que, attention, c'est toi le chef. Monsieur Elimbi Lobe a dit quelque chose de fondamental tout à l'heure. Il dit, tout le monde sait. Mais si tout le monde sait, qui punit qui? Ça, c'est le début de la question. Mais vous savez qui il faut punir? Laissez les agents. Punissez le chef. Si un seul proviseur reçoit une sanction à l'issue d'un déplacement, c'est-à-dire d'un audit ponctuel dans un établissement, et qu'on lui dise que tu as tel nombre de personnes qui sont non déclarées chez toi, et tu as oublié de nous dire qu'ils ne viennent pas depuis tel nombre d'années, un seul proviseur, je vous en conjure. 50% de la masse salariale de l'État, ce sont les enseignants. Nous allons peut-être résoudre un problème de plus de 50% de la somme en question dont vous venez de me parler. Parce que tout simplement, ils auront peur. Le problème au Cameroun n'est pas du fait qu'on a une structure dite corrompue. Les individus, les Camerounais ne sont pas nés corrompus. Mais ils sont en face d'une situation dans laquelle il y a l'impunité a priori. Tu fais ce que tu veux et puis derrière, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi est-ce que après la première opération, il y a eu la deuxième, il y a eu la troisième, il y a eu la quatrième? Parce que tout simplement, dans tous les cas, à l'issue de ces opérations, on a découvert des choses et on n'a rien fait. On a peut-être mis à l'écart cela, mais évidemment, comme la structure est dynamique, il y en a quelques-uns qui reprennent et il y en a un qui devient toujours complice, comme le dit si bien Elimbi Lobe. Il y en a un qui devient toujours complice des autres et au bout, on en reste tranquille. Si jamais on arrive, je vous dis, qu'un seul proviseur soit mis à l'écart, avec à l'actif une information pour dire nous venons de le mettre à l'écart parce qu'on a découvert tel nombre de fonctionnaires fictifs dans son établissement, vous verrez que tous les autres vont, du jour au lendemain, envoyer une note à leur hiérarchie pour dire voici ce que je n'ai pas vu depuis, je veux être blanc. Dans les entreprises, on sait très bien que les audits ponctuels sont plus puissants que les audits systématiques. Et si vous mettez en place un audit systématique, je vous en prie, ça vous coûte les yeux de la tête. Les audits, je vais vous dire, en termes de coût, ce qui va se passer là très vite, nous risquons d'arriver à l'équivalent de la somme pour le contrôle qu'on a dépensé, à la somme qu'on a gagnée par rapport à ce qu'on va reprendre plus tard, parce que ce sera sans cesse un recommencement. Docteur, dis-toi, j'aimerais vous faire réagir sur cette question justement d'assainissement du fichier solde de l'État, avec finalement cette question pour établir les responsabilités. On a tout un ministère qui est chargé de la fonction publique au Cameroun. Est-ce que ce ministère ne joue pas parfaitement sa partition, qu'il y a tout un département consacré aux ressources humaines? Est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le fonctionnement de ce département ministériel, l'actualisation du fichier de ces fonctionnaires-là? On a prononcé un mot tout à l'heure qui est le mot corruption. Je pense que ce mot est un peu le fondement même de toute cette dérive que nous voyons au sein de notre service public. Je pense qu'au niveau du ministère, il y a quand même un service, il devrait avoir un département qui s'occupe du personnel. On a parlé de tous les systèmes, de plusieurs systèmes informatiques qu'on a implémentés pour pouvoir contenir et bien gérer les personnels de l'État. Je pense que c'est là-bas qu'il faut commencer, revoir, auditer ces logiciels et voir si ces logiciels sont adaptés. Et je pense que dans toutes les régions, il y a les délégations régionales. C'est-à-dire que chacun à son niveau devait être responsable. Un chef de service doit savoir que dans ma feuille de route, je dois veiller à ce que mon personnel soit présent. À la fin du mois, je vais faire un audit, je vais voir quels sont ceux. Il y a des feuilles de présence, des fiches d'arrivée, des fiches de départ. Je pense que ça, on les fait dans des sociétés privées. On devrait, je pense que ça doit exister dans nos sociétés où, si on prend à l'échelle de la commune, vraiment on peut, ces contrôles de masse, on verra peut-être le problème d'efficacité de ce type de contrôle, mais dit, on peut aller déjà dans la cellule de base qui est la commune. Dans chaque commune, il y a le sous-préfet qui est là.
qui est un peu le responsable de l'administration. Si tous les chefs services, et on les connaît, dans les communes, remonter chaque fin du mois l'effectif de son service, les gens décédés, de telle sorte que tout ceci soit informatisé et remonté au niveau de la région. La région aussi essaie de consolider cela et envoie au ministère. Je pense que vraiment c'est quelque chose qui peut, mais malheureusement, comme a dit Hélène Belobé tout à l'heure, et comme aussi je l'ai dit, c'est un fait des hommes. C'est les hommes qui sont derrière. Et c'est les hommes qui sont déjà moulés dans un comportement qu'il faut éradiquer. Et si on veut éradiquer, qu'on utilise de manière forte. Abel Elie Bilobé, vous allez réagir, mais je me permets de vous relancer avec cette question. Cette opération, dans son déploiement, prévoit quand même des équipes au niveau des institutions bancaires pour vérifier effectivement qui émarge sur le compte de l'État du Cameroun. J'ai quasiment envie de vous demander, est-ce que ce n'est pas antinomique entre l'État qui souhaite absolument améliorer la qualité de sa dépense et l'État qui veut engager de nouveau des investissements dans le cadre de ce déploiement à travers les institutions bancaires pour dénicher qui est effectivement fonctionnaire, qui travaille ou qui ne travaille pas? Écoutez, M. Bella a dit quelque chose, peut-être c'était un peu savant. Vous savez, moi je suis un élu local, donc je dois parler une langue que les gens comprennent. Les opérations de contrôle coûtent quelque chose. Il faut que les gens le sachent. Si vous voulez, on est ici dans ce studio, ça marche. Et puis à un moment donné, votre directeur se rend compte que ça ne marche pas. Et veut qu'on contrôle. Il y aura quelque chose qu'il va dépenser pour que le contrôle se fasse. Soit il va appeler un expert dehors, parce qu'il n'a plus confiance au personnel interne, parce que même s'il vous prend, il vous dit allez contrôler vos collègues, les affinités feront que vous trouverez bien que ce caméraman ne vient pas au travail, mais vous ne direz pas. En raison de ce que j'ai dit précédemment, vous ne voulez pas être responsable de la sanction qu'il va emporter. Bon, donc, le chef qui voit qu'il se passe des choses, va demander à quelqu'un de dehors qui est censé ne pas avoir des affinités. Mais il faudra le payer. Ça va donc coûter. Donc, toutes ces opérations d'audit coûteront. Les gens que vous allez déplacer pour aller se mettre dans chaque guichet de banque, ils sont en mission. Ils ne sont plus dans leur poste de travail normal. Vous ne les avez pas recrutés pour travailler en contrôle à la banque. Vous les avez recrutés pour travailler à Yaoundé, au bureau de ci, au bureau de ça. Quand vous allez l'envoyer hors de son bureau travailler, il faut lui donner les moyens de transport et patati et patata. Ça va coûter à l'État. Mais ce n'est pas une raison pour laquelle l'État ne doit pas faire ça. Absolument, il faut le rapport. Ce n'est pas une raison pour laquelle l'État ne doit pas faire ça. Mais ce que je veux montrer, c'est que, premièrement, l'honorable a dit des choses. Il faut qu'il fasse attention à l'esprit contenu dans ce qu'il dit. Si c'est seulement Moutazé qui est l'homme qui peut bien faire, ça veut dire que ça ne marchera donc jamais. Si Moutazé était à la caisse, il a créé un esprit qui a donné une certaine embellie à cette entreprise. Mais est-ce que maintenant qu'il est parti, cet esprit est resté? C'est ça la grande question. Parce que s'il part, il n'est pas exclu que les gens qui le remplacent ramènent les pratiques d'avant. Donc le problème n'est pas un individu. Aussi brillant puisse-t-il être, on peut le féliciter tout ce que vous voulez, mais s'il est devenu le Rambo du président de la République, qu'on envoie redresser partout où c'est tordu, bon, ça veut dire que le président là ne peut pas bien gouverner. Parce que Moutazé ne sera pas, ou à défaut, il faudra lui donner tous les ministères en même temps. Parce que c'est la seule personne qui est capable aujourd'hui d'implémenter la volonté du président de la République. Un tel discours politiquement n'est pas recevable. Parce qu'il établit l'échec du système. Nous devons agir sur l'homme, sur le Camerounais. Par la sanction, par l'éducation, par ce que j'ai appelé cette sanction, cette éducation concourt à réarmer moralement l'homme. Parce que c'est tous les ministres qui doivent être dans la logique
de M. Moutazé. C'est tous les ministres qui doivent savoir que le président de la République a dit que. Et on applique. Pourquoi depuis décembre, le président de la République a fait un discours où il a promis le paiement de la dette intérieure. Et il a fallu un remaniement ministériel qu'on enlève Moutazé, on la voit en finance pour que 30 milliards sortent. Est-ce que cela suppose que si M. Alamine Ousmane était resté là, on n'aurait pas eu le paiement de cette petite tranche qui est d'ailleurs insignifiante de 30 milliards sur les 700 et poussières de dette intérieure? Il faut qu'on sorte d'un système de gestion où il y a des super managers pour entrer dans une culture de la gestion de la chose publique qui soit tout simplement une culture correcte. Que chacun sache que je ne vais pas aider qui que ce soit à toucher injustement de l'argent de la fonction publique. C'est ça le débat. Honorable. Pourquoi sommes-nous prédisposés? Et on est dans cette situation en raison de ce que le président a déjà dit. Bon, je termine. Oui, merci. Dans son discours du 31 décembre 2013, le président a posé les questions. Nous avons ceci, nous avons une jeunesse qualifiée, nous avons des compétences, nous avons. Où a-t-il menti? Mais, laissez-moi finir. Le problème n'est pas... C'est vous qui faites la propagande du président. Moi, si vous voulez qu'on aille dans ce sens-là, je vais vous montrer que le président est responsable. Mais pour le moment, mon propos, ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que le président, en 2013, dit, mais que nous manque-t-il? Pourquoi des pays comparables aux nôtres réussissent là où nous échouons? Et il répond, nous sommes un peuple d'individualistes, plus préoccupés de réussite personnelle que de l'intérêt général. C'est vrai. Il a dit. C'est vrai. Donc, la solution est là. Il faut inverser l'échelle de valeur. Si l'échelle de valeur, c'est la réussite personnelle, vous n'aurez jamais la bonne société parce que vous avez superposé les réussites personnelles. La superposition des réussites personnelles ne crée pas la réussite collective. La réussite collective est un autre concept. C'est l'intérêt général. La réussite individuelle, c'est moi et pour moi seul et avec moi Dieu. Pour moi seul. C'est pas Dieu pour nous tous. Donc, si on n'inverse pas ces paradigmes, et je finis par là. Allez-y, allez-y. L'inversion de ces paradigmes-là, c'est ça que nous devons faire. Et de façon, en septembre prochain. continue. C'est ça que nous devons faire en septembre-là. Très bien. Quand il faudra élire. Élisons les hommes en qui nous voyons la ferme volonté et la capacité à redresser la situation du pays. Et mettons-nous à l'esprit que l'élection sert à purifier la société. Si ceux que nous avons élus bénéficient à un moment donné d'un préjugé favorable qui justifie qu'on les élise, à la sortie du mandat, si nous nous rendons compte que les choses n'ont pas été bien faites, remplaçons-les. Oh, c'est vous qui vous plaignez que les gens ne veulent pas aller à la retraite. Mais le président ne veut pas aller à la retraite. Le président, c'est le seul fonctionnaire qui continue à émerger dans les caisses de l'État à 85 ans. Vous ne lui demandez pas d'aller à la retraite. Sauf qu'il va vous répondre certainement qu'il a un mandat. Je voudrais Albert Émile Milobert. S'il vous plaît. Albert Émile Milobert. Albert, s'il vous plaît. Je voudrais. C'est lui qui signe les rallonges. C'est lui qui ordonne les rallonges. C'est là le problème. Nous sommes le modérateur de cette émission. Je voudrais vous relancer, Pierre Wamba, justement sur cette opération-là. Abel semble dire que Moutazé, en tant qu'individu personné, ne peut pas réussir cette opération telle que vous le présentez. Il y a un changement de paradigme qu'il faut aborder. C'est son point de vue à lui. Il a le droit à ses opinions. Il est venu ici dire ce qu'il pense par rapport au thème. Je le félicite pour ça, mais je continue à dire c'est ce que Moutazé va réussir. Mais pas quant au créneau qu'on emprunte pour compter, si ce n'est que les banques, on va échouer. Parce qu'il y a des fonctionnaires qui ont été détachés dans des entreprises parapubliques qui émergent en même temps dans la fonction publique. Et ils vont dans le même guichet de banque toucher les deux salaires. Il y a problème à ce niveau. Mais je vous ai dit, Moutazé n'est pas dupe. Il va mettre fin à cela. Mais pour autant, au Cameroun, tout n'est pas mauvais. Je me souviens, en 1987, on a posé la question au ministre de la fonction publique de l'époque, M. Sali Daïrou, de savoir
quel est le nombre, quel est l'effectif de la fonction. Il l'a donné sans regarder dans un document. Tout n'est pas mauvais au Cameroun. On a des compétences. Allez demander à Laurent Esso combien de magistrats il a sur son portefeuille, combien de greffiers, combien de gardiens de prison. Il va vous les dire, il va vous les donner. Ouais, que c'est facile donc c'est facile. Non, le problème. Non, il y a problème. Non, le problème se situe, comme je vous ai dit, dans un cadre hautement honteux pour notre pays, la corruption. On sait que Limbi ne travaille plus, il est mort depuis 5 ans, on vit son salaire parce que celui qui vient toucher passe par derrière pour donner l'enveloppe au docteur qui est chargé de virer le salaire. Il y a le phénomène de la corruption. Vous avez fait état du discours du président de la République en 2013 qui condamnait un peu la culture de l'individualisme. Regardez, il y a tout un gouvernement en prison. Du Premier ministre ou je ne sais pas quoi, pour les mêmes causes. Et il y a 2 semaines, j'étais sur le plateau d'Afrique Média par rapport à l'opération Épervier. J'ai dit ceci. On peut changer le Cameroun, on peut changer la manière de faire. Mais pas avec les mêmes... Les gens qui ont bénéficié de la confiance du chef de l'État se sont comportés comme des mercenaires. Oui. D'où vient-il que tu es ministre, tu es incapable de savoir quel est exactement le chiffre de ton effectif que tu emploies. Tu es ministre de quoi? Tu n'es qu'une autre. Tu n'es pas ministre. Mais le président te garde. Non, attendez. Tout n'est pas mauvais. Je vous ai cité un exemple. Allez demander à Laurent Esso combien de magistrats il a, combien de greffiers, combien de gardiens. Il va vous les donner couramment. Oui. À la défense, on va faire la même chose. Mais attendez. Et ça, il faut le faire. Il y a problème au niveau du ministère de la fonction publique. La défaillance vient de là. Oui, mais tout ça, c'est la fonction. Le ministère de la fonction publique reçoit ses données. C'est donné. Je vous rappelle que le ministère de la fonction publique s'appelle ministère de la fonction publique et de la réforme administrative depuis 30 ans. Non, on n'a plus. Depuis 30 ans, on fait la réforme administrative. On avait enlevé la réforme administrative. Actuellement, ça s'appelle. Je suis en train, Yves, par rapport à l'efficacité. Oui, par rapport à l'efficacité. l'État au même moment. Très bien. Donc, ce que je voudrais dire. Par rapport à l'efficacité. Permettez que l'honorable. Il faudrait que le Camerounais se pose la question de savoir qu'est-ce que j'ai rendu comme service à mon pays. Qu'est-ce que j'ai fait de la fonction à laquelle le chef de l'État m'a nommé? Tu es ministre, tu ne sais pas combien de personnes tu emploies, si tu es ministre de rien. Vous savez aussi que parmi tous ces ministres, il y a des bons et des moins bons, comme dans tous les pays du monde. Laurent Esso connaît ses effectifs. Moutazé connaît combien il a utilisé à l'économie. Ainsi de tous les ministères, tous les ministères le gouvernement doit copier l'exemple des structures comme ASONE qui est déployée sur toute l'étendue du territoire. Tu peux parler? Je vous en prie. La direction des ressources humaines sait qui est où et qui fait quoi. Quand quelqu'un est mort, il est déclaré automatiquement. Et la retraite, chacun, c'est tout est programmé. Votre année de retraite, on vous signifie 3 mois que vous allez partir. Ce n'est pas difficile. On peut faire ça à la fonction publique. Oui, ça fait 30 ans. Pourquoi ça ne marche pas? Ça va aller cette fois-ci. Ah, d'accord. Okay. À la transition. Ça va aller. C'est quand même une opération d'assainissement qui va durer 3 mois. Pendant ces 3 mois-là, vous n'avez pas, vous, le sentiment qu'au niveau du coût de l'opération, le Cameroun risque de se retrouver avec une facture assez salée? Elle sera énorme. Non. Parce qu'énormément de gens se mettront en mission. Pas du tout. On ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Donc, dès qu'ils se mettraient en mission, vous permettez, dès qu'ils se mettraient en mission, vous allez vous rendre compte d'une chose. Ce n'est pas la longueur de l'opération qui vaut la peine. C'est sa récurrence qui sera efficace. Et c'est là où le problème commence. Ce n'est pas parce que vous avez fait pendant 3 mois un État que, 1 an après, si les mêmes causes entraînent les mêmes effets, qu'on n'aura pas les mêmes problèmes. Ce n'est pas parce que vous avez mis trop long. Il faut, certes, il faut peut-être avoir une base zéro. C'est peut-être ce qu'ils cherchent à obtenir. C'est ce que j'ai un peu c'est le sentiment que j'ai. Ils souhaitent certainement avoir une base zéro. Mais la base zéro, on l'a déjà obtenue 5 fois. Et derrière, on a sans cesse, on était en train sans cesse de recommencer. J'ai dit quelque chose de fondamental tout à l'heure. C'est vrai dans toutes les entreprises. La dernière mission que j'ai menée, c'est du côté de Soeda, pour laquelle on a analysé les effectifs. Les données sont simples. Si, je répète bien, pour connaître un effectif, finalement, il faut bien qu'on sache ce qu'on veut. Pour connaître un effectif, à un moment donné, ça veut dire que quoi? Il faut que je sache ceux qui sont présentement là.
que je sache ceux qui ont demandé des missions, qui ont demandé des permissions et qui ne sont pas là. Parce que tu veuilles ou pas, il y aura des gens qui ne sont pas là parce qu'ils sont souffrants. Qu'il y a des gens qui sont peut-être malades, et ainsi de suite. D'autre part, il faudrait aussi que je maîtrise les temps, c'est-à-dire l'entrée à la profession et la sortie de la profession. Il a clairement dit tout à l'heure que derrière la sortie se cache toute forme de tripatouillage. Des gens qui ne sortent pas. Des gens qui ne sortent pas. Automatiquement on contrôle, ils devaient sortir. Ils sont là dedans. Alors le logiciel, montrez-moi quel est le logiciel qui a autant de paramètres. Non, autant de paramètres. Ça existe. Il va commencer par... Ça existe. Comme c'est un tel, c'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un qui, parce qu'il s'appelle tel, ne va pas partir à la tête à la date à laquelle c'était plus ou moins désigné. Ce logiciel-là, je vous en prie, s'appelle l'homme. Ce logiciel s'appelle l'homme. Oui. Finalement, parce que finalement, il faut bien vous dire une chose. Aucune machine ne sait le faire. Ce sont les humains qui vont le faire. Autre chose maintenant. Regardez bien, regardez le profil lui-même de la personne qui émarge à la fonction publique. Il y a 3 profils. Et c'est là au début du problème. Le premier problème, c'est quoi? C'est le fonctionnaire. Puis il y a comment ça s'appelle? Le contractuel d'administration. Et il y a enfin l'agent retraité décisionnaire, recruté localement. C'est le début de tout le problème. Puis enfin, il y a derrière la masse salariale de l'État, parce qu'il faut bien voir, derrière la masse salariale de l'État, il y a plus ou moins les subventions accordées, entre guillemets, à des projets. C'est le début de tout le problème. Je vais vous faire comprendre une donnée, s'il vous plaît. En général, rien n'empêche qu'un projet X existe quelque part, qu'on y attribue, qu'on y envoie de l'argent, et que tout simplement, cela n'existe pas. Parce qu'au fond, il faut donc qu'on comprenne une chose. Nous avons tous tendance à croire que c'est le comptage physique. C'est dans le comptage physique qu'on va faire des économies. Non. C'est dans la cravate blanche, c'est-à-dire les décisions prises là-bas, qu'on va pouvoir déceler l'ensemble des fictifs. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, les fictifs ne sont pas ceux qui, entre guillemets, sont allés aux États-Unis et ainsi de suite. Les fictifs sont ceux qui sont créés, qui n'existent pas. C'est la raison pour laquelle j'ai peur de quelque chose. Le physique, oui, mais le fictif, quand vous allez physiquement compter les gens qui n'existent pas. Non, je pense que... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le langage qui veut que, parce que je suis Camerounais, parce que je suis un humain camerounais, parce que c'est notre pays, s'il vous plaît. Quand vous regardez la chaîne ivoirienne, la chaîne sénégalaise, ainsi de suite, vous verrez des gens qui auront toujours tendance, eux aussi, à dire « le Sénégalais est corrompu, on ne peut rien, il faut changer la mentalité ». Et vous aurez les Ivoiriens qui vont dire « l'Ivoirien est corrompu, on ne peut rien, il faut changer la mentalité ». J'ai l'impression que ça commence à devenir systémique là. C'est-à-dire que quelque part, le problème n'est plus au niveau des individus, le problème est au niveau des procédures, la façon dont on procède. Je vous dis et je vous répète que si une seule personne, c'est-à-dire si un seul, il a dit une chose fondamentale. Il y a derrière les préfets, il y a les gouverneurs, ainsi de suite. Et les opérations peuvent être menées de façon tout à fait décentralisée, que les responsabilités peuvent être tout à fait prises. Mais il faut prendre les responsabilités et punir. Sinon, on va recommencer. Ce n'est pas parce que c'est long. Et en pensant, je dis, je répète, c'est trop cher. Non, c'est pas cher. Tu ne peux pas faire cher. Sur l'efficacité de cette opération, le ministre veut mettre à contribution la population camerounaise qui peut dénoncer des cas, par exemple, d'irrégularités constatées aux heures de travail. L'environnement corrompu qu'évoque Abel Elimbi Lobel, la loi de l'Omerta qui prévaut au niveau de nos administrations. Vous pensez vraiment que cette opération est efficace telle qu'elle va être menée là? L'opération peut être efficace. Une fois de plus, ça va dépendre des hommes qui conduisent cette opération. Sur la première, je vais répondre au docteur en disant, lorsqu'on dit que c'est cher... Non. Lorsqu'on dit que c'est cher, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux. Parce que lorsqu'on avance des chiffres générés par ces salaires fictifs, c'est des chiffres astronomiques. Oui. On n'a pas besoin, une fois de plus, on n'a pas besoin de mettre des gens en mission pour ça. Dans chaque région, dans chaque commune, il y a des agents de l'État, on a les agents du MINFI. Ils restent sur place, ils vont dans leur banque. Écoutez-moi, on n'a pas besoin
de les mettre en mission, sauf si une fois de plus, on veut profiter de cette opération pour faire le contraire, pour faire l'inverse de ce qu'on attend. On n'a pas besoin, on peut demander aux différentes communes. Le sous-préfet, on prend les agents des MINFI de ces communes qui restent dans leur banque. Et puis, je dis encore, ce qu'on va, même si on dépensait, le rapport entre ce qu'on va dépenser, puisqu'effectivement, il faudra quand même qu'il y ait un petit coup, qu'il soit grand, qu'il soit petit, par rapport aux économies qu'on ferait, je pense que ce rapport... C'est bien qu'il y aura un gain. Voilà. Ce rapport voudrait que, vraiment, qu'on y aille, parce que le rapport va aller vers les économies. Et de deux, sur l'efficacité même, lorsqu'on dit que l'opération va durer 3 mois, je suis en train d'imaginer quelque chose. Je pense peut-être, parce que on dit chacun va venir là, physiquement, toucher son argent et émerger. Ça veut dire que quoi? Le fonctionnaire ou son fonctionnaire fantôme qui sait qu'il est en train de toucher indûment l'argent public ne viendra pas. Attendez, il ne viendra pas. S'il ne vient pas le premier mois, on sait peut-être qu'il est en mission, puisque c'est 3 mois. Il ne vient pas le deuxième mois. Bon, est-ce que la mission peut excéder 60 jours? Il ne vient pas le 3e mois. Ça veut dire que celui-là, il ne comprenez. Oui. Puisqu'il vient sous un nom, sous un matricule. Oui. Si pendant 3 mois, celui-là ne vient pas parce qu'il aura peur de venir et d'être pris à la banque, il aura peur. Peut-être qu'il fait un tour au Cameroun et vient. Vous comprenez, je dis une fois de plus, peut-être qu'il vient avec de faux documents. Non, s'il vient parce qu'il a quitté le Canada, il est revenu entre-temps. C'est un autre aspect des choses. Non. Oui, c'est un aspect. Je ne pense pas qu'on va demander aux fonctionnaires qui sont au Canada. C'est pour ça qu'on donne 3 mois. Si tu as une mission au Canada, tu ne peux pas faire une mission de 90 jours. Tu vas revenir. Si tu travailles au Canada, je pense que tu vas te gêner. Je ne sais pas quelle est la disposition, parce que tous les fonctionnaires qui sont dans les ambassades à l'Est vont être comptabilisés dans leur, ou comptés dans leur ambassade. Mais si tu vas en mission pour 90 jours, pendant les 3 mois, si tu ne viens pas, tu n'es plus considéré. Et là, tu parles de la base 0, et je pense qu'effectivement, on pourra donc reconstituer une base 0 des fonctionnaires qui ont vraiment émergé. On a déjà eu 4 bases. C'est pas grave, on en aura tout. Je dis dans tous les cas, cette opération, même si elle est nationale aujourd'hui, il faudra que chaque ministère, que chaque service continue au quotidien, parce qu'il y a des gens qui sont payés pour ça. Ils doivent faire leur travail. Très bien, je vais évacuer. Après 3 mois, c'est une personne maintenant qui doit être mensuel, systématique. Donc, comment ça, on ne sortira pas de l'auberge. Vraiment, je vais évacuer quelques SMS. Abel Elie Mbilobé, on va sortir de ce sujet. Bonjour à vous sur le plateau. Ces agents fictifs de l'État du Cameroun sont nommés par le gouvernement lui-même. Qu'on nous laisse toutes ces futilités, c'est toujours pour faire... enfin, j'ai du mal à lire. Le monsieur en lunettes, en chemise blanche et lunettes a tout à fait raison. Rien n'est respecté dans les ministères au Cameroun. C'est à 9 h que le service débute, par exemple, au ministère de l'Enseignement supérieur. Je vais évacuer... rapidement, alors ça va être difficile, hein. Je vais évacuer un autre SMS que j'ai reçu. Je m'appelle Aïssi Kolo, je suis de l'avis de l'un des intervenants de l'émission qui soutient que pour faire face à ces comportements qui gangrènent notre administration et qui fragilisent notre économie, il faut l'implication de tous. Autre SMS que j'ai reçu, je vais rapidement tenter. Alors, je vais les évacuer tout à l'heure, mais Abel Elie Mbilobé, vraiment, vous avez parlé il faut revoir le logiciel, il y a une moralisation et l'éducation doit être inscrite en lettres d'or dans cette opération pour la pérennisation véritablement de cette opération d'assainissement du fichier solde de l'État. Parmi les pistes de solutions pour un assainissement définitif, quelles sont celles qu'on peut explorer? Je vous ai dit qu'on est passé... Moi, j'ai vu 2 époques. Je suis né en 62, j'ai eu la chance de vivre l'époque d'Aïdjo. Et j'ai vu l'époque d'Aïdjo dans toute sa rigueur. J'ai ensuite vu le régime actuel. Et j'ai vu sous quels auspices le régime actuel s'est bâti. N'oublions pas qu'il s'est bâti sur le principe de la moralisation de la société. C'est pour ça que quand le président Biya est arrivé, il a été adulé parce qu'il a parlé de quelque chose que tout le monde ressentait déjà comme un problème.
la moralisation de la société camerounaise. 36 ans après, il n'y est pas parvenu. La situation s'est même empirée. Au point qu'aujourd'hui, nous recherchons au point qu'aujourd'hui, nous recherchons les solutions. Plus ardemment qu'en 82, les solutions nous paraissent difficiles aujourd'hui, plus qu'en 82. Alors que les outils techniques qui existent aujourd'hui sont 3, 4, 5 fois plus efficaces qu'en 82. Écoutez, je crois qu'il y a des problèmes de société qu'on ne règle jamais tant qu'on ne reconditionne pas moralement l'homme. La corruption fait partie de ces problèmes. La surveillance, oui. Les sanctions aussi. Mais il faut a priori recréer la citoyenneté. Que l'individu qui se lève de chez lui. Regardez, nous avons un problème. Vous savez, moi je suis des collectivités territoriales. Qu'est-ce qui vous marque quand vous êtes dans la ville de Douala aujourd'hui? C'est le désordre urbain. La saleté. Le désordre urbain. Le désordre urbain, c'est quoi? Il est pratiqué par un ensemble d'individus qui sont parvenus à légitimer des comportements hors la loi. Quand quelqu'un fait son projet économique, il va vendre quelque chose, il veut faire son petit commerce. Il pense avoir l'argent pour acheter sa matière première, ses poissons à braiser. Il pense acheter son charbon, il pense acheter sa cuisinière, son fourneau et tout. Sauf, il ne pense pas à l'endroit où il va faire cette activité. La loi lui interdit de faire ça sur la voie publique. Mais c'est sur la voie publique qu'il compte aller faire son activité. Il attend qu'on vienne le punir. Mais dans d'autres cieux, le citoyen sait qu'il ne doit pas aller faire son commerce sur la voie publique. Le gars qui va importer les voitures en France, qui part d'ici avec 100 millions de francs, d'accord? Il est un homme d'affaires. Si vous l'appelez débrouillard, ici, il se fâche. Il a 100 millions, il est en train d'aller acheter les voitures. Il achète les voitures, puis par lui-même, de par son fonctionnement, il achète aussi la poubelle. Il ramasse les fourchettes usées, il ramasse toutes sortes de choses. Il met dans ses voitures. Il arrive avec tout ça ici. Il loue 4 mètres carrés de surface au sol et puis peut-être 3 mètres de hauteur. Un volume global d'à peu près 12 mètres cubes. Pour installer 100 millions de francs de marchandises. Il devient donc dans une situation où il peut parfaitement stocker cette marchandise dans la nuit, puisqu'il n'est pas là. Et le jour, il n'a pas d'espace pour marcher, il sort cette marchandise, il l'amène naturellement au trottoir. Le trottoir est conçu comme l'extension naturelle des domaines privés. Donc il faut absolument revoir les mentalités. Il faut c'est un impératif. On ne passera pas autrement. La sanction dont parle Ebele et l'honorable sont des éléments constitutifs de la rééducation. D'accord. On va malheureusement. Non, j'ai un petit mot à dire. Vous allez pouvoir dire. Parce que, regardez. Honorable Wamba, si vous permettez qu'on relance, que je relance, s'il vous plaît, simplement parce qu'on est pris par le temps. Vous savez, on a des impératifs horaires également. Je voudrais qu'on sorte définitivement de ce sujet. Je le trouve passionnant. On pourra le conduire très prochainement. J'aimerais qu'on aborde la deuxième thématique très rapidement. On ne prend pas la transition. On va parler justement de la question du financement des partis politiques, avec justement les révélations qui ont été faites, notamment le MRC qui, lors de sa convention, a indiqué avoir perçu 81 millions de francs CFA. Et d'ailleurs, cette formation politique a essayé d'expliquer, autant que faire se peut, comment a été utilisé cet argent. Je voudrais rapidement relancer, mais cette fois-ci, ce sera, on va parler un tout petit peu de pédagogie, mais vraiment en quelques mots, Abel Elie Milobet, que prévoient les dispositions de la loi pour ce qui concerne le financement des partis politiques et qui sont éligibles à cela. Titre 11 du Code électoral. Dispositions relatives au financement des partis politiques et des campagnes électorales et référendaires.
chapitre 1, disposition préliminaire, article 275. Les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. À ce titre, alinéa 2, ils peuvent bénéficier du financement public dans le cadre de leur mission, suivant les modalités fixées par la présente loi. Article 276. Le financement public concerne aussi bien les dépenses couvrant les activités permanentes des partis politiques que celles consacrées à l'organisation des campagnes électorales et référendaires. Et le président de la République ajoute, alinéa 3, les fonds provenant du financement public sont des deniers publics. Et il termine, et c'est important. Le financement public dont bénéficient les partis politiques ou les candidats ne peut être source d'enrichissement personnel. Ce qui suppose qu'il faut un contrôle pour s'assurer que l'argent qu'on donne aux partis politiques pour remplir leur mission de service public, parce que les partis politiques ont une mission de service public, concourir à l'expression des suffrages, faire en sorte que les gens sortent pour aller voter, faire en sorte que la politique intéresse les gens, faire en sorte que les gens aient à l'idée que, comme on va aux élections là, nous allons choisir nos dirigeants. Donc que la majorité sorte pour légitimer les gens qui sont élus. C'est un travail qui devrait incomber à l'État. Mais l'État l'a transféré aux partis politiques et aux formations. C'est pour ça que l'État vient les aider financièrement à faire ce travail. Mais ce que nous avons observé, c'est que, en commençant par le RDPC, qui reçoit la plus grande partie, parce qu'on ce qui est normal. Oui, et c'est normal. Ce qui est normal. Puisqu'on vous dit Voilà. qu'il est institué, d'ailleurs, l'article 277 dit, il est institué une commission de contrôle habilitée à vérifier sur pièce que l'utilisation par les partis politiques ou les candidats des fonds à eux alloués est conforme à l'objet visé par la présente loi. Cette commission est où? J'allais justement vous relancer sur cette question, juste pour rappeler, Docteur Dichoua, juste pour rappeler aux réalisateurs que parti politique prend S à la fin, c'est très important d'éviter ces fautes d'orthographe à l'antenne. Docteur Dichoua, justement, cette commission existe au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Vos leaders vous rendent compte de l'usage de cet argent? Non, la commission est une commission nationale qui va vérifier effectivement si l'argent public, oui, si l'argent public qu'on met à la disposition des partis politiques, si cet argent est bien utilisé ou si cet argent ne sert pas aux individus. Donc de ce côté, je pense que les tests sont bien clairs là-dessus. Il y a deux types de financement. Il y a le financement du fonctionnement même des partis politiques. Quand on regarde par exemple, chaque année, l'État déploie 1,5 milliard de francs. Très bien. Pour les partis Pour le cas politiques. du RDPC qui semble m'intéresser, vous avez quand même dans votre fonctionnement hérité de, comme on dit souvent, de quelques bâtiments, de quelques biens immobiliers de l'ancien parti, le parti unique de l'époque. Je parle notamment des maisons de parti. Quand on regarde par exemple la maison de parti, celle qui est ici à Bonanjo, dans le 1er arrondissement, dans l'état dans lequel se trouve cette infrastructure, on a presque envie de vous demander à quoi sert cet argent, vous qui bénéficiez du plus gros du financement. Vous nous demandez, effectivement, le RDPC reçoit des fonds publics comme tous les partis politiques. Et ces fonds, il faut comprendre que le RDPC est un parti national qui a des démembrements même dans les sous-quartiers du Cameroun. Donc effectivement, le RDPC utilise tous ses sous pour le fonctionnement de son parti. Et on rencontre au niveau de notre du comité central, il y a la trésorerie du comité central qui est là pour gérer financièrement toutes les ressources du RDPC. Donc je pense qu'à ce niveau, il n'y a vraiment pas de problème. Le patrimoine, en ce qui concerne le patrimoine comme la maison de parti, c'est aussi une autre chose qui regarde en interne le RDPC. Ça ne regarde pas de façon nationale, ça regarde en interne le RDPC. Pierre Wamba, votre parti politique vous rend compte de l'utilisation de cet argent? Justement, le RDPC est un parti bien structuré. Bien structuré. À la base, on n'a pas besoin de ça. Excusez-moi, pendant que vous parlez, je me suis Allez-y rapidement. Le RDPC a des structures. Dans nos bureaux, que ce soit au niveau des cellules, le comité de base, section,
comité central où il y a le trésorier, il y a les commissaires au compte, il y a tout. L'argent est géré de manière transparente. Ce n'est pas comme les partis d'opposition où l'argent n'appartient qu'au chef. S'il est géré de manière transparente, il est de combien pour le RDPC? Non, le RDPC n'attend pas que le financement de l'État, s'il vous plaît. Nous avons nos propres ressources qui issues des ventes de nos cartes. Et de nos... Je parle de financement simplement parce que c'est une disposition légale. Est-ce que vous êtes au courant du montant et qu'est-ce que le RDPC? Oui, laissez que je vous explique. Le RDPC n'attend pas que le financement public, s'il vous plaît. Nous avons nos fonds. Nous avons, chaque militant a sa carte de membre et sa carte de cotisation. Nous venons même dernièrement d'introduire les cartes de grands contributeurs qui sont de 500 000 francs. Et Dieu seul sait, on en a vendu beaucoup. Nous avons des ressources. Nous n'avons même pas besoin de financement autre. Mais comme l'État a institué dans la Constitution qu'il faut des financements, nous prenons aussi notre firme parti qui nous aide à accompagner notre parti. Quant à la gestion, elle est transparente. Elle ne se fait pas comme dans les partis politiques d'opposition. Docteur Salmon Ebele, sur cette question... Nous-mêmes, il existe au sein du RDPC les structures de contrôle de la gestion des fonds du parti. Docteur Salmon Ebele, j'ai presque envie de vous demander, faut-il auditer les formations politiques? S'il faut auditer les formations politiques, il faut déjà savoir quelle est la limite de dépenses qu'on devrait avoir, la limite maximale. Et il faudrait également qu'il y ait un justificatif entre l'argent qu'on utilise et d'où il sort. Et c'est ça le début du problème. Si on doit justifier d'où sort l'argent qu'on utilise et qu'il y a un parti qui utilise un parti monstrueux, qui utilise à 80% l'argent les deniers publics et qui plus est l'argent de l'ensemble de la nation, c'est-à-dire l'argent de l'État, il y a lieu parfois de se poser des problèmes parce que quand vous observez bien cette loi, très vite vous vous rendez très vite compte d'une chose. La première chose, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de commission. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'en d'autres termes, nous sommes en train de parler dans le vent. Parce que tout compte fait, personne ne viendra savoir qu'est-ce qu'il en est et qu'est-ce qu'il n'en est pas. Donc il n'y a pas de commission qui est instituée. La commission, là, elle n'existe pas. Oui, mais la deuxième chose, là voici, c'est quoi? C'est qu'en fait, dans tous les pays du monde, les partis politiques ont, lorsqu'il y a une campagne électorale et ainsi de suite, il y a logiquement une somme que vous devez déclarer lorsque vous avez battu campagne. Cette somme, vous devez justifier d'où elle sort. Je vous en conjure. Si ici, nous sommes assis là, si le parti, entre guillemets, celui que j'appelle parti État, c'est-à-dire le RDPC, serait capable de justifier d'où sort son argent, il y a lieu à ce moment, je crois que nous faisons tous partie de ce parti-là. Il y a lieu plus ou moins de se poser toutes les questions. Parce qu'au fond, au début du problème, se passe le fait que quelque part, il va falloir justifier les fonds que nous utilisons. Non. Et ça rejoint plus ou moins encore la loi camerounaise qui dit qu'il faut que tu justifies tes revenus. Dès l'instant où les individus, laissez-moi terminer. Ça c'est connu, docteur, c'est connu. Dès l'instant où les individus, c'est connu. Dès l'instant où les individus ne justifient pas leurs revenus, et que les partis politiques eux-mêmes ne peuvent pas justifier leurs revenus, c'est ça le début du problème. C'est aussi peut-être le début, certainement, de... Les partis politiques justifient leurs revenus. Nous sommes les hommes politiques, on ne peut pas vous laisser dire que ça. On vous dit que chaque année, le gouvernement met à la disposition du parti politique 1,5 milliard de francs. Et on sait, les clés de répartition sont connues. Ouais. Maintenant, ceux qui maîtrisent les partis, si l'opposition voit que dans la répartition, on a ajouté par exemple 10 conseils au RDPC qui ne sont pas justifiés, là on peut revendiquer. Mais si c'est sur la base de la représentation et sur la base du pourcentage, les clés sont connues. Donc à partir de là, on ne peut pas dire que les partis ne peuvent pas. Nous, on peut justifier les ressources. Peut-être que vous allez tous. Pierre Wamba, effectivement, on parlait. Il faut le dire. Commençons par ça. Je voudrais qu'on dise quelque chose en un mot, malheureusement. Le temps nous prend la gorge. Docteur Salmon, permettez qu'on dise rapidement quelque chose parce qu'on va clore cette émission. C'est vrai que c'est un sujet hyper passionnant. Je crois qu'on va y revenir. On va y revenir. Parce qu'il s'agit des deniers publics. Il s'agit des deniers publics. Et effectivement, on parlait tout à l'heure. On parlait d'assainissement. Je voudrais qu'on dise rapidement un mot très rapidement. Un mot vraiment en une minute chacun pour qu'on sorte de cette émission ce dimanche. C'est la même question systématiquement à tout le monde. Doit-on auditer les comptes des formations politiques qui bénéficient de cet appui de l'État?
Je souhaite répondre le premier. Allez-y, vraiment en un mot, Abel Elimbi Lobé, parce qu'on est pris par le temps. Selon les termes de la loi, l'article 278, alinéa 1, il est interdit à un parti politique de recevoir des subsides et des financements provenant des personnes. Vous avez entendu? D'organisations, de puissances étrangères et ou d'États étrangers. Vous voyez que maintenant, les membres politiques, vous ne laissez pas parler, demandez à M. Libé vous n'êtes dans le texte. Quand une personne, lui, dites quel genre de personne. Mais laissez-moi ce n'est pas les membres. Le NDP, c'est les membres cotisent dans tous les partis. Les membres cotisent. Et c'est légal, c'est dans la disposition. Malheureusement. Les membres, c'est des personnes étrangères, des personnes étrangères. Malheureusement, docteur Ndichwa, malheureusement, honorable Wamba, on aurait pu creuser davantage. Malheureusement, on est pris par le temps. J'ai un impératif et je suis tenu malheureusement par cette autre réalité. On aura certainement l'opportunité d'en parler lors de nos prochaines éditions. On aurait pu terminer Abel Elimbi Lobé, malheureusement. Docteur Ndichwa. Bon, écoutez, l'émission est terminée. De toutes les façons, l'émission est terminée. Permettez au modérateur de pouvoir clore définitivement cette émission. Je voudrais vous remercier. Je vous remercie, docteur Ndichwa. Docteur Ndichwa. L'émission est terminée, docteur Ndichwa. Permettez. S'il vous plaît, docteur Ndichwa. Est-ce qu'on peut terminer? S'il vous plaît. L'émission est terminée. Je voudrais vous remercier. L'honorable Pierre Wamba d'être venu ce dimanche. Non. Je vous remercie également, mon cher docteur Salmon Ebele, d'être venu. Abel Elimbi Lobé, 1000 fois merci pour les éclairages. Je remercie également le docteur Ndichwa, qui est issu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. 1000 fois merci d'être venu. J'imagine le sujet était extrêmement passionnant. On aura certainement le privilège et le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine avec cette autre même thématique. Rappelons simplement aux téléspectateurs qu'à partir de 13 h, vous aurez droit à votre nouvelle émission de divertissement dominical avec le sénateur Clitus Mboma Hélicoptère. On parle de Youyou également, du notable Zobo, pour ne citer que ces quelques figures, ces quelques vitrines de la comédie au Cameroun pour une émission choc. C'est désormais tous les dimanches à partir de 13 h sur les antennes de la télévision du Monde. Il s'agit de l'émission intitulée Bantou. Voilà, c'est tout pour cette émission. Merci de nous avoir accordé votre attention. Les programmes sur la télévision du Monde se poursuivent. Dès 13 h, ne manquez pas votre édition, toute première édition de divertissement dominical. Bantou. Bien le bonjour. Je n'ai pas vidé mon sac, je crois que je ferai. C'est pas, on le fera la prochaine fois.